Aujourd'hui, le sujet de cette visioconférence organisée dans le cadre du cycle des Jeudis de l'Habitat, hein, qui est un cycle piloté par l'ADCF, Espace Cité et le réseau Idéal Connaissance, traite de ce sujet de la VFA sociale. Il y aura deux autres séances à venir pour boucler ce programme du premier semestre. Une sur le permis de louer, qui aura lieu d'ici une quinzaine de jours. Et le 18 juin, le 18 juin, pardon, et le 29 juin, nous aurons une séance sur l'habitat dans les secteurs en décroissance et les politiques de l'habitat liées à ces secteurs de décroissance. Alors, la VFA, qu'est-ce que c'est finalement? La VFA, c'est la possibilité d'acheter des logements avant qu'ils soient produits, sur plan en quelque sorte, hein. C'est un dispositif qui est relativement ancien, il date des années 60-70. La VFA sociale, c'est la même chose appliquée au logement social. Cette VFA sociale, elle s'est beaucoup développée après la bulle immobilière des années 2000, au moment où le marché immobilier s'est retourné, et elle s'est beaucoup développée notamment sous l'effet de la mise en œuvre du plan de relance pour le logement en 2009, qui avait un programme phare, 30 000 logements en VFA, qui incitait très fortement les bailleurs sociaux, dans un contexte de crise immobilière, à acquérir des opérations portées par les promoteurs privés en mal d'acquéreurs dans ce contexte donc d'effondrement du marché de l'immobilier. Beaucoup ont vu dans cette importante implication des bailleurs sociaux dans la VFA, notamment en Île-de-France, où elle s'est beaucoup développée, de nombreux avantages. Pour les collectivités, ça a été la possibilité de répondre à leurs obligations en matière de loi SRU et de mixité sociale. Ça a été la possibilité de satisfaire les contraintes de production introduites dans les documents d'urbanisme, notamment au travers des secteurs de mixité sociale. La VFA s'est beaucoup appuyée sur ces SMS, ces secteurs de mixité sociale. Ça a été l'intérêt, c'est l'intérêt de produire, de sortir des produits d'aménagement clés en main pour les collectivités, hein, mais c'est aussi l'intérêt de maîtriser les prix de sortie et d'encadrer les prix de sortie afin de ne pas dégrader le marché immobilier en appliquant par exemple des chartes en direction des promoteurs, comme c'est le cas de Toulouse que nous allons voir tout à l'heure. Pour les bailleurs sociaux, c'est la possibilité de massifier en quelque sorte la production, de produire vite, de faciliter l'accès à du foncier qui peut être cher, notamment sur les secteurs centre-ville ou les secteurs qui sont très attractifs par des systèmes de péréquation entre la production privée et la production sociale. Euh, Ça a même été pour certains bailleurs des stratégies tout à fait délibérées pour organiser de la croissance externe ou encore, façon cheval de Troie en quelque sorte, s'introduire sur un territoire où il n'était pas encore présent. Alors ça, c'est du côté des avantages. Du côté des inconvénients, au fur et à mesure où la VFA s'est développée, on a vu apparaître un certain nombre d'études d'évaluation qui ont mis en lumière les points sombres, on va dire, pas forcément négatifs, mais en tout cas les points de vigilance sur la VFA, la question de la perte de la maîtrise d'ouvrage directe pour les bailleurs sociaux, euh, la difficulté pour eux de trop lier leur activité à la conjoncture immobilière des promoteurs privés et à ses aléas, les difficultés d'une gestion locative éparpillée, notamment dans le cadre des secteurs de mixité sociale où on répartit un peu partout du logement social, la question de la qualité des logements qui a pu être évoquée, de la maîtrise du produit final, notamment en matière de typologie, hein, dans les premières opérations, dans les premières générations de VFA sociale, on s'engageait sur des mètres carrés sans bien savoir quelle était finalement la typologie qui allait sortir ensuite. Euh, Aujourd'hui, la VFA sociale représente une large partie de la production de logements sociaux, hein, à peu près un quart si on reprend les dernières études de la Caisse des dépôts et de la direction des fonds d'épargne. Dans les plus récentes années, cette production s'est quand même relativement ralentie, avec une vraie volonté d'encadrer mieux cette production en VFA, d'identifier les seuils critiques au-delà desquels cette production en VFA sociale peut perturber un certain nombre d'équilibres. Et d'une certaine façon, la VFA comme mode de production intensive du logement social
est devenu un sujet controversé, hein, et on a vu sortir un certain nombre de publications. Alors c'est là-dessus qu'on a en quelque sorte organisé cette webconférence, hein, qui repose principalement sur une étude qui a été conduite par Espacité et l'Adréal Occitanie auprès d'un certain nombre d'acteurs locaux, justement pour analyser à la fois les points positifs et les zones d'ombre en matière de VFA, et les questions qu'il faut se poser concernant les collectivités auxquelles Toulouse apportera un certain nombre de réponses, hein. Quel est l'enjeu pour les collectivités à se lancer dans ce type de dispositif? Est-ce qu'elles ont ou non intérêt à recourir à la VFA? Dans quelle proportion, pardon? Pour quel type de logements sociaux et surtout à quelles conditions? On va voir bien évidemment que tout cela dépend du contexte où elle se trouve, à la fois du contexte immobilier, de la présence ou pas des promoteurs, de leur importance, du tissu des promoteurs, du contexte de marché et surtout de la maturité de la collectivité et de sa capacité à conduire des négociations entre les promoteurs et les bailleurs sociaux pour utiliser la VFA non pas comme une fin, mais bien au service de sa politique locale de l'habitat. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec le premier exposé. Très bien, je vous remercie Madame Delpech. Madame Vinet, Monsieur V, est-ce que vous nous entendez bien? Pas du tout. Enfin, honnêtement, c'est très très compliqué. On vous entend à peine. Et on a globalement compris le sens de l'intervention, mais c'est très compliqué. D'accord. Alors bon, notre avantage à nous, c'est qu'on vous entend parfaitement. Nos participants à distance vous entendent. Donc, le plus simple, c'est de vous laisser faire votre intervention. D'accord. Donc, on va prendre la parole. Donc, c'est vous qui commencez. Donc, effectivement, Catherine Vinet, je suis responsable du département logement foncier à la DREAL Occitanie. Et je suis avec Éric V, qui est donc chargé d'études sur ces sujets par public et qui a donc piloté et été la cheville ouvrière d'une étude avec le bureau d'études Espacité, donc sur la production de logements sociaux en VFA en Occitanie. Alors pourquoi on a décidé de se lancer dans cette étude? Alors c'est un peu plus ancien que la région Occitanie. En 2014-2015, on avait déjà observé dans l'ex-Languedoc-Roussillon un phénomène assez marqué d'augmentation de la production de logements sociaux en VFA. Et ça suscitait beaucoup d'échanges, notamment en CRHH, entre les acteurs, avec une virulence toute particulière, notamment de l'association régionale HLM et des bailleurs présents au CRHH, qui nous alertaient très régulièrement sur cette production en VFA, qu'ils considéraient comme être un danger à la fois, c'est ce qui a été dit, pour les bailleurs sociaux en termes de compétences, hein, de maîtrise d'œuvre, de maîtrise d'ouvrage, et mais aussi plus globalement avec une répercussion sur le prix du foncier, etc. Donc ça revenait de manière récurrente, et mais sans avoir vraiment de propos très étayés ni de preuves entre guillemets, si on peut parler comme ça. Donc il a semblé pertinent aux membres du CRHH d'avoir une étude qui permette de dégager le vrai du faux et d'identifier ce qui se passait vraiment et comment la VFA a été perçue en Languedoc-Roussillon, parce qu'au début le périmètre c'était bien Languedoc-Roussillon, donc l'étude a été lancée. Et puis a intervenu là-dessus la création de la DREAL Occitanie, avec un phénomène qui était aussi constaté du côté de l'ex-Midi-Pyrénées, alors sans doute beaucoup plus concentré qu'en Languedoc-Roussillon, puisque ça se passait essentiellement sur l'aire toulousaine. Languedoc-Roussillon, c'était l'aire montpelliéraine, mais pas que, il y avait aussi toute la partie du littoral qui était très concernée, et donc on a étendu cette étude à l'ensemble de la région Occitanie. Et de fait, pour vous donner juste un chiffre, dans les logements que finance l'État, donc je ne parle pas de logements avec la clé au bout, mais bien de logements financés, donc ceux pour lesquels on donne une aide à la pierre. En 2015, on était en 2014, on était grosso modo effectivement à 25% des logements qui faisaient l'objet d'une subvention qui était en VFA.
En 2015, on était à 38%, et cette année, quand on a fait le bilan de 2016, il y a plus de 50% des logements pour lesquels l'État a donné une aide qui sont finalement des logements en VFA. Donc c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Et donc cette étude venait aussi à point nommé pour donner un certain nombre d'éclairages. Voilà. Et donc elle a été confiée effectivement au bureau d'études Espacité, qui nous a épaulés tout au long de cette étude. Bonjour à tous, merci. Donc effectivement, aujourd'hui, on va vous livrer un peu les travaux de cette analyse qui portait sur l'ensemble de la région Occitanie, en insistant sur les points d'enseignement qui nous semblent pouvoir être de portée plus nationale, à la fois au regard de l'ampleur, de la réalité du phénomène, et puis de la manière dont les acteurs se saisissent de cette question, en quoi ce sujet fait partie d'une stratégie assumée et jusqu'où cela fait partie d'une stratégie maîtrisée, et également la manière dont organismes HLM et collectivités locales se sont progressivement outillés pour mettre en place un partenariat le plus équilibré possible dans la maîtrise de cette filière de production de logement social qui est devenue une très forte réalité en France. Quelques rappels sur la genèse de la présence effectivement très importante que l'on connaît de la production de logements sociaux en VFA. On est Excusez-moi, je cherche mes diapositives. Il y en a plusieurs voilà. Donc on est dans un phénomène qui a pris une importance assez significative depuis la fin des années 2010. Je ne reviens pas sur ce qui vient d'être indiqué, simplement c'est un phénomène qui a pris une importance tout à fait importante dans les années 2008-2009 au travers d'un certain nombre d'instruments et de souplesse offertes au niveau national sur lequel je rentrerai tout à l'heure un peu plus dans le détail, avec effectivement un phénomène qui en France, Claire le disait, représente à peu près un quart de la production de logements sociaux. On voit bien donc là que la production de logements sociaux par la vente en état futur d'achèvement est devenue effectivement implique un certain nombre d'interrogations, un certain nombre de débats sur lesquels nous avons effectivement, à la demande de l'Adréal Occitanie, essayé d'objectiver le pour et le contre, et en tout état de cause de regarder quelles sont les vertus mais aussi les risques de cette production très significative aujourd'hui. J'ai perdu la main. Voilà. Alors, quelques rappels. Donc, je ne reviens pas sur ce qu'est la vente en état futur d'achèvement. Claire vient d'indiquer. Simplement, on voit bien que la VFA, qui date effectivement des années 70, n'a pas au départ été imaginée dans la perspective particulière ou spécifique de produire ces logements sociaux. Par ailleurs, la VFA est un mode de production de logements en France extrêmement important. C'est à partir des années 2000 que l'ouverture particulière de ces VFA au logement social a commencé à émerger dans un premier temps avec des orientations nationales, notamment au titre de la loi d'orientation pour la ville, qui donnait d'ailleurs à l'époque un certain nombre de recommandations au service de l'État dans le regard particulier que ceux-ci devaient porter dans l'acceptation, si je puis dire, de la production de ces logements sociaux en VFA, avec un certain nombre d'attentions particulières qui leur étaient demandées et qui fait d'ailleurs partie du débat que l'on observe aujourd'hui. Observation particulière au regard notamment du caractère minoritaire de la part de logements sociaux produits au sein de ces VFA à l'époque, et puis l'invitation qui était faite au service de l'État de bien s'assurer de l'adéquation des prix de sortie de ces opérations avec les prix du marché. On y reviendra tout à l'heure. Ces deux sujets font tout particulièrement l'objet des débats sur les apports, mais aussi les risques de la production de logements sociaux en VFA. Alors, je le disais, ce phénomène a pris une accélération très forte à la fin des années 2010 avec ce fameux plan de relance pour le logement qui a invité assez fortement à saisir les VFA qui étaient à l'époque portés par des promoteurs dans un contexte de crise immobilière pour en favoriser en quelque sorte l'écoulement par une contribution à la production nationale en matière de logements sociaux. On voit bien donc à partir de 2008-2009 le début de ce phénomène et de l'importance quantitative du phénomène que l'on a vu tout à l'heure au travers d'un certain nombre de chiffres. Aujourd'hui, la production de logements sociaux en VFA est régie par l'article 433-2 du Code de la construction, qui date là aussi de la fin des années 2010, et qui est très important puisqu'il porte deux principes
qui là aussi font l'objet des points de vigilance des acteurs publics au titre de la production de ces VFA sociales. La première chose très importante, c'est qu'elle déplafonne la part des logements sociaux au sein de ces VFA dans les opérations, ce qui justement a contribué à l'émergence de ce que j'appelle cette filière de production de logements sociaux, puisqu'on peut produire un logement social en VFA 100% social. Donc on voit bien qu'on n'est plus dans une contribution à une opération globale, mais à la production en tant que telle de ces logements sociaux. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ce code de la construction énonce très clairement les marges de manœuvre limitées dont disposent les organismes HLM dans l'encadrement du contenu, des caractères constructifs de ces opérations, puisque la négociation entre le promoteur immobilier et l'organisme HLM ne peut pas porter sur la configuration des logements, mais uniquement sur le prix d'acquisition. Donc là aussi, c'est un des facteurs d'interrogation, notamment par rapport à ce que disait Claire Delpech tout à l'heure sur la compétence en maîtrise d'ouvrage, puisqu'on délègue très fortement la conception de l'ensemble immobilier à l'organisme HLM. Alors, dans les faits, sur cette disposition, là c'est quelque chose qu'on a pu objectiver, mais qui était aussi présent dans l'étude de la Caisse des dépôts. On voit bien, et j'y reviendrai de manière assez transversale, cette professionnalisation progressive du secteur et de la promotion privée et du secteur HLM, dans le partenariat entre ces deux interfaces participatives de cette production, avec quand même de la part des organismes HLM les plus expérimentés sur le sujet, un certain nombre de dispositions mises en place leur permettant quand même de maîtriser les caractéristiques constructives de ces opérations avec des échanges informels menés en amont des permis de construire ou parfois des formalisations plus ou moins marquées de ce partenariat pour effectivement maîtriser les contours dans un contexte où quand même les promoteurs immobiliers ont par ailleurs à l'expérience de plus en plus intégré les contraintes et les attentes des organismes HLM, y compris dans les contributions au fonctionnement immobilier dans la durée de ces programmes, et ont intégré, si je puis dire, dans leur savoir-faire les préoccupations de ces organismes pour en anticiper les contours très concrètement en matière de caractéristiques constructives. Alors, je vais présenter donc les résultats de ces travaux en deux temps. D'abord, effectivement, dresser un peu un panorama du regard porté par ces acteurs sur les apports et les contraintes de cette VFA dite sociale, avant, dans un second temps, d'objectiver les idées reçues autour de ce sujet, pour, au travers notamment de cette expérience Occitanie, voilà, faire la part des choses autour de ce débat assez vif que l'on observe au niveau national et au niveau local sur les apports et les contraintes de cette VFA sociale. Alors, vu par les organismes HLM, d'abord, cette VFA sociale, il me semble que les organismes ont un regard assez ambivalent sur le sujet, sur la place que représente cette VFA dans la production de leurs logements sociaux. D'une part, on peut dire que c'est une VFA choisie, assumée, puisque les organismes HLM ont de leur propre fait été très contributifs du développement de cette filière de production, considérant qu'elle était complémentaire de leur métier de maîtrise d'ouvrage et de la capacité productive qu'ils avaient à développer le parc locatif social dans leur territoire d'implantation, mais aussi en dehors de leur territoire d'implantation. On voit bien là que la VFA sociale répond pour eux à une stratégie en quelque sorte assumée, dont effectivement les VFA peuvent représenter un certain nombre de vertus. Alors, les principales effectivement vertus aux yeux des organismes HLM sont les suivantes. D'abord, c'est effectivement une stratégie assumée d'externalisation de la maîtrise d'ouvrage qui permet, dans un choix, encore une fois, organisationnel et de management assumé, dans un certain nombre de cas, pour les organismes HLM, d'accélérer leur force de production, d'une part, mais aussi de faire des choix de recentrage de leur maîtrise d'ouvrage sur des projets considérés parfois comme plus complexes, par exemple la réhabilitation, par exemple les projets de renouvellement urbain, qui d'ailleurs dans l'époque de développement des VFA sociales étaient pour un certain nombre d'organismes une vraie réalité, qui nécessitait du développement en ingénierie et de la mobilisation très importante de leurs équipes opérationnelles, ou encore une fois le développement d'opérations en acquisition-amélioration dans le diffus qui peuvent paraître plus complexes et qui leur ont permis de développer ces métiers nouveaux dans un contexte de délégation en quelque sorte de cette maîtrise d'ouvrage dite plus classique de production en neuf de logements sociaux. Donc ça, c'est la première stratégie. Deuxième stratégie de croissance externe, je disais, cette capacité de la VFA à être appréhendée comme un formidable accélérateur
de l'appareil de production interne. C'est effectivement quelque chose qui a été assumé comme tel, dans un contexte aussi, j'y reviendrai sur le regard porté par les collectivités, de nécessité de tenir des objectifs de rattrapage SRU, dans lequel vous voyez bien que le fait de consacrer une partie au moins, voire la totalité d'une partie de la production portée par les promoteurs privés, leur permettait de tenir des objectifs quantitatifs qui parfois sont très importants. Troisième stratégie assumée, une stratégie d'implantation dans des nouveaux territoires. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles certains organismes HLM s'en émeuvent dans certaines régions. C'est que pour des organismes HLM de résonance nationale ou d'implantation territoriale autre, le fait de recourir au réseau des promoteurs et au savoir-faire des promoteurs dans les négociations foncières, leur caractère très proactif, très offensif sur leur sujet, a permis à un certain nombre d'organismes HLM non présents sur des territoires d'y entrer. Et ceci, effectivement, est très clairement assumé par un certain nombre d'organismes HLM et aussi de promoteurs qui nous en ont fait part dans le territoire Occitanie. Et on voit bien là toute la vertu que ça peut avoir pour ces organismes, ces promoteurs et ces organismes surtout, de pouvoir effectivement prendre appui encore une fois sur ce réseau de promoteurs qu'ils ne maîtrisent pas, puisque ce sont des territoires où ils ne sont pas présents. Puis un dernier point, peut-être plus symbolique, qu'on a appelé stratégie de contournement, dans des territoires où les élus sont assez frileux dans le développement du parc locatif social, le fait de réserver au moins une part de la production en locatif social permet effectivement de contourner des blocages que certains organismes peuvent observer dans le blocage des permis de construire. On peut traîner ou s'opposer à certains permis de construire, on peut plus difficilement s'opposer à une vente. On voit bien que là aussi, une vertu au moins symbolique de la VFA est assumée par les organismes comme plutôt positive. Donc on voit bien là comment, encore une fois, les organismes HLM ont été eux-mêmes assez contributifs de développement quantitatif de cette filière dont ils ont pu percevoir à un moment donné tous les apports pour les raisons que je viens d'indiquer. Alors pour autant, la capacité à en maîtriser les contours, en maîtriser le développement, en maîtriser les effets parfois pervers, est assez variable d'un organisme à l'autre. Et on a bien vu au travers de cette étude que la capacité de maîtrise de ce partenariat et du développement de cette filière est attributive de 3 grands facteurs. D'une part, la compétence de maîtrise d'ouvrage. Déléguer une opération, ça ne veut pas dire laisser les clés du camion totalement à un promoteur, notamment pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Et on voit bien là que on dispose de marges de négociation d'autant plus fortes qu'on maîtrise en interne une partie du métier. Donc, cette capacité de maîtrise d'ouvrage persistante au sein de l'organisme, c'est un facteur de maîtrise qui est apparu important. La capacité financière de l'organisme également. On est plus attractif pour un promoteur qu'on a, plus on a une assise financière importante, plus on peut être un client important quantitativement. Bien évidemment, plus le rapport de négociation avec le promoteur peut être penché en faveur de l'organisme HLM. Et puis, l'assise territoriale joue aussi au regard de la capacité à aller très loin dans la négociation et accepter des choses, y compris en matière de coûts de sortie de l'opération, si on a une stratégie très offensive d'implantation territoriale. Et à l'inverse, le degré de dépendance des organismes HLM à la seule production en VFA quand ils veulent s'implanter sur un territoire, là aussi, joue plus ou moins en faveur de l'organisme dans ce partenariat et de négociation avec les opérateurs privés. Voilà, deuxième sphère concernée par le développement des VFA sociales, c'est l'univers des promoteurs. Alors, bien évidemment, les promoteurs immobiliers, on le voit bien, se sont assez fortement engouffrés progressivement dans ce marché très spécifique des VFA sociales, à tel point que ce marché représente pour certains promoteurs une part très significative de leur chiffre d'affaires, de leurs opérations. Certains promoteurs immobiliers d'assises nationales portent, et d'ailleurs c'est une notoriété publique dans leur rapport d'activité, un quart de la production de ces opérateurs de très grandes assises nationales représentent des VFA, donc c'est très significative. Et puis certains promoteurs ont une activité 100% consacrée à la VFA sociale, puisque certaines sociétés ont été jusqu'à créer des promoteurs dédiés à la production de ces VFA, consacrés au logement social. Alors, pourquoi Parce que cette VFA sociale présente pour les promoteurs de nombreux atouts. D'abord, c'est le moyen pour eux de remonter ou de baisser dans la chaîne de valeur, donc de développer des métiers complémentaires, des relais de croissance en quelque sorte. Mais aussi, et c'est les raisons pour lesquelles ça s'est développé dans les années 2008-2009, c'est un amortisseur de conjoncture. Quand le secteur privé va pas bien, on peut se reporter sur le secteur public, puisque le développement du parc locatif social, finalement, est assez peu directement tributaire de la conjoncture immobilière. C'est un vecteur de diversification, de croissance externe,
répartition des risques, en quelque sorte, de cette consécration d'une part du chiffre d'affaires à cette filière spécifique. Et puis, c'est un modèle économique attractif, et c'est la raison pour laquelle les promoteurs, parfois, ont été jusqu'à créer des filiales consacrées à 100% à cette activité. Pourquoi c'est attractif? Parce que ça présente de faibles risques de commercialisation. Les bailleurs sociaux ont quand même une assise financière très importante. C'est une avance de trésorerie, et c'est aussi une capacité à pré-commercialiser les logements, qui est aussi un des sujets cruciaux quand on développe des opérations en tant que promoteur immobilier. Puis je vais terminer cette première partie de présentation sur le regard que portent les collectivités locales sur la question. Là aussi, effectivement, c'est un regard assez ambivalent, puisque vu par les collectivités locales, l'AVFA sociale a été une vraie effectivement opportunité de développement efficace de l'offre en réponse au rythme requis par le rattrapage au titre de la loi SRU. Elles en ont donc incité le développement, comme le disait Claire à l'instant, les fameuses servitudes de mixité sociale sont assez directement prescriptives de VFA social, puisqu'il s'agit de consacrer une part de la production des logements au logement social. Donc on voit bien le lien assez immédiatement avec la VFA sociale. Pour exemple, en région Occitanie, Montpellier Métropole, que l'on a analysé dans les PLU de l'agglomération, le 3/4 des PLU ont des servitudes de mixité sociale. Donc de fait, c'est très présent dans le développement territorial et résidentiel de la métropole. Taux agglomération, on a fait des critères de subvention. Béziers Méditerranée, là aussi, a prescrit le principe de réserver des parts de logements sociaux à minima autour de 20 et 30% des opérations, là où Toulouse Métropole, on en parlera tout à l'heure, mène une attention à la fois bienveillante, mais aussi vigilante sur le développement de ces phénomènes. Donc, approche vigilante, justement, qui effectivement a conduit un certain nombre de collectivités à vouloir en maîtriser le développement et à développer des instruments de régulation très importants avec, selon les cas, le principe d'instaurer des prix plafonds en contrepartie de financement ou de garantie d'emprunt pour en maîtriser les prix de sortie. Je reviendrai tout à l'heure sur la question des idées reçues. Parfois aussi des régimes de subvention différents entre la VFA et la maîtrise d'ouvrage directe portée par les bailleurs sociaux. C'est le cas du conseil régional Languedoc-Roussillon. C'est le cas aussi du conseil départemental de l'Hérault, qui d'ailleurs a été jusqu'à retirer le principe des subventions en VFA pour favoriser en creux plutôt le développement du logement social sous maîtrise d'ouvrage directe des organismes HLM. C'est le cas également de Toulouse Métropole, dont on parlera tout à l'heure, qui a été jusqu'à formaliser ses attendus autour d'une charte de production en VFA dont on parlera tout à l'heure. Bon, merci. Alors, Madame Vinet, Monsieur V, vous pouvez reprendre la parole. Oui, alors je dois vous avouer que l'audition reste très très difficile, mais comme on connaît l'étude, ça va plutôt bien. En réaction, ou en complément plutôt par rapport à ce qui vient d'être dit, et peut-être de manière un peu, pas forcément très structurée, mais on voit bien effectivement qu'on avait quand même des acteurs qu'on a toujours bien entendu des acteurs qui sont assez divisés sur ce sujet effectivement de la VFA sociale. Qu'on a aussi des acteurs, et ça ressortira sans doute des propos ultérieurs, mais dont la perception a évolué aussi au fil du temps. Nous, on a fait le constat qu'entre le moment où on a lancé cette étude, de fait des discussions en CRHH, et puis finalement le résultat final, on a des propos sans doute beaucoup plus nuancés et peut-être plus, je sais pas si on peut dire apaisés, mais en tout cas qui sont, c'est plus dans la nuance que le caractère très tranché qu'on pouvait avoir avant. Typiquement, effectivement, les bailleurs qui regrettent la VFA parce que perte de compétences, qui nous oppose aussi le coût de la VFA, peuvent aussi tenir en même temps le discours que c'est un moyen pour eux d'atteindre leurs objectifs de production de logement social, et reconnaissent aussi bien volontiers que c'est plus facile pour eux de s'implanter comme ça sur un territoire où la collectivité est un peu réfractaire, parce que pour un maire, voir débarquer un bailleur, c'est des fois un peu compliqué. Et que finalement, quand ça se fait par le biais d'un promoteur privé,
entre guillemets, c'est beaucoup moins effrayant, enfin le terme est peut-être un peu fort, ou c'est plus attractif de discuter avec un promoteur privé qu'avec un bailleur. Donc après, voilà, les logements sociaux pour un certain nombre de collectivités continuent à faire peur, et la clé d'entrée de la VFA est peut-être plus facile pour les bailleurs. Donc voilà, c'est un peu ambivalent. Mais en tout cas, ce qu'on a constaté, c'est que on peut, enfin, on est beaucoup plus dans la nuance sans doute aujourd'hui, même si l'ampleur prise par la VFA continue à faire peur, et ça a d'ailleurs été évoqué lors du dernier CRHH en Occitanie le 1er mars. Voilà, mais après, voilà, la déclinaison ensuite des idées reçues va sans doute aussi donner un éclairage sur tout ça. En effet, donc à la demande de l'Adréal Occitanie, l'étude a beaucoup porté sur cette attente des acteurs locaux et notamment de l'Adréal d'objectiver ces fameux débats qui avaient lieu entre les partisans et les opposants de la VFA sociale autour d'un certain nombre de questions quand même assez stratégiques et qui là encore font écho au regard que l'on peut porter au niveau national sur cette filière de production. 6 grandes questions récurrentes ont donc été un peu passées au crible de cette étude, dans une approche à la fois qualitative, d'entretien assez approfondi avec les acteurs des différentes sphères que j'évoquais tout à l'heure, en passage au crible aussi d'une trentaine d'opérations qui ont été regardées de manière qualitative, et puis aussi dans une approche quantitative dont l'Adréal rendra compte dans l'analyse assez large des opérations qui étaient produites sur un certain nombre d'années au sein de la région Occitanie. Alors, ces 6 questions récurrentes, elles peuvent être groupées en 2 grandes familles de préoccupations et d'enjeux. D'abord, des enjeux financiers très importants. Est-ce que la VFA sociale, ça coûte plus cher? Et quels sont les effets de cette éventuelle production plus chère de logements sociaux sur la question foncière, qui me semble être une question tout à fait fondamentale autour de ce sujet. Deuxième grande famille d'enjeux, c'est des enjeux de qualité qui sont notamment liés aux caractéristiques intrinsèques de la VFA, puisque comme je disais tout à l'heure, on peut négocier le prix, mais en théorie, on ne peut pas en négocier les contours techniques. Or, comme vous le savez, les organismes HLM sont engagés dans la durée sur des opérations. Non seulement la qualité constructive est très importante pour eux, mais aussi les équipements et les effets que ça peut avoir sur les charges locatives des locataires sont tout aussi importantes. Donc ces enjeux de qualité ont été regardés au regard de la qualité constructive, de la question des coûts de gestion, mais aussi de la question de la rapidité de production, qui était aussi faisait partie des regards a priori que l'on pouvait porter sur la VFA, considérant que la VFA était peut-être plus rapide, ou pas d'ailleurs, que la production en maîtrise d'ouvrage directe des organismes HLM. Alors, première idée reçue très importante, les logements sociaux produits en VFA sont-ils plus chers ou pas que les logements sociaux produits en maîtrise d'ouvrage direct des organismes HLM? Alors, je vais laisser l'Adréal en parler par les chiffres. Je voudrais simplement indiquer qu'il nous semble que c'est une des questions les plus difficiles à objectiver dans ce débat. Or, c'est une des questions très cruciales que ça peut poser pour les pouvoirs publics, parce que tout logement est bien évidemment un bien unique. C'est très difficile de comparer un logement avec un autre dans l'absolu. Et c'est tout particulièrement le cas dans le cas de ces VFA sociales, puisque ces VFA sociales présentent un certain nombre de particularités liées notamment à leur localisation, qui fait aussi partie des raisons pour lesquelles les bailleurs en sont assez friands. C'est qu'il s'agit souvent d'opérations plutôt bien localisées où le foncier est cher et pas maîtrisé. Donc bien évidemment, la question de la quote-part foncière intrinsèque dans ces opérations, qui est un gros enjeu sur les effets à plus long terme et plus globaux que ça peut porter dans les marchés du foncier, c'est intrinsèquement un vrai sujet puisque ce sont des opérations qui généralement sont dans des fonciers très peu comparables avec ceux maîtrisés en direct par les bailleurs sociaux, qui sont plus souvent sur des fonciers maîtrisés par les collectivités locales et plus souvent dans des fonciers parfois moins bien localisés que ceux des VFA maîtrisés par les promoteurs. Ça, c'est le premier point. Particularité aussi liée à la taille critique, c'est des opérations qui peuvent être plus grandes ou à l'inverse plus petites, du fait de la quote-part représentée par la VFA sociale dans l'opération, et qui là aussi sont assez difficiles à comparer, puisque quand on n'est pas dans les mêmes tailles critiques, de fait, les économies générales de la production ne sont bien évidemment pas les mêmes.
Et puis, c'est aussi un point sur lequel, là, les entretiens aussi qualitatifs ont été assez éclairants, puisque les opérations, globalement, pourraient peut-être trouver un équilibre qui leur est propre, ce qui renvoie d'ailleurs à la question foncière sur laquelle je viendrai tout à l'heure, qui est encore une fois assez cruciale, puisque si les opérations pourraient avoir mécaniquement tendance à représenter un foncier plus cher, d'un côté, car mieux localisé encore une fois, pas les mêmes fonciers, mais aussi plus concurrentiel, puisqu'on est dans des jeux de concurrence plus importants que dans les cas où le foncier est apporté par la collectivité en direct, de gré à gré à un opérateur social. À l'inverse, et ça c'est un sujet sur lequel il y avait quand même une assez forte unanimité des personnes qu'on avait interviewées, donc foncier plus cher d'un côté, mais à l'inverse, coût de construction potentiellement mieux maîtrisé par les promoteurs immobiliers, du fait du professionnalisme qu'ils ont développé en interne, du fait qu'ils s'abstraient des contraintes d'appel d'offres, de maîtrise d'ouvrage et de contraintes de mise en concurrence de la maîtrise d'ouvrage publique. Et donc, on pourrait avoir un effet de compensation avec d'un côté un foncier certes plus cher, mais de l'autre des coûts de construction plus maîtrisés, qui permettraient en quelque sorte de retrouver un équilibre nouveau et d'avoir des effets de compensation qui conduiraient au final à des coûts de production finalement pas si éloignés que ça de ceux de la maîtrise en maîtrise d'ouvrage directe de la part des bailleurs sociaux. Ça, c'est une approche qualitative, mais ça fait le lien de fait avec l'analyse quantitative qui a été menée par l'Adréal et qui a comparé sur plusieurs années les coûts de sortie d'opération en maîtrise d'ouvrage des bailleurs sociaux et en production par VEFA. Je vous laisse présenter cette analyse. Madame Vinet, Monsieur V, c'est à vous. Oui, alors bonjour, alors Éric V, donc Adréal Occitanie. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, on a travaillé sur une analyse quantitative, donc sur des statistiques sur le coût des logements financés, donc pour que ce soit en VEFA ou hors VEFA. D'abord sur la région Languedoc-Roussillon, puisque comme vous l'avez expliqué, le marché a d'abord été fait sur Languedoc-Roussillon. C'est pour ça que vous avez deux graphiques sur la diapo. Et alors on s'aperçoit, alors ça a été fait à partir d'une base de données. D'abord, je vous explique, qui s'appelle CISAL, donc qui regroupe toutes les données sur les opérations de logements locatifs sociaux qui sont saisies par les services instructeurs des demandes d'aide à la pierre. Alors sur la région Languedoc-Roussillon, l'analyse qu'on a fait porte sur environ 1240 opérations qui représentent 25 000 logements, grosso modo, et dont à peu près un tiers est en VEFA. Et sur la région Midi-Pyrénées, les opérations qu'on a analysées, ça représente environ 1600 opérations, 28 900 logements, et c'est pareil, il y a un bon tiers d'opérations en VEFA. Alors, ce qu'on a comme données, c'est le coût total de l'opération, donc qui intègre à la fois coût du foncier, coût de la construction pour les opérations hors VEFA. Pour la VEFA, on n'a pas la distinction du coût du foncier, mais il est quand même inclus dedans. On a donc le coût total d'opération, le nombre de logements, et la surface utile ou la surface habitable des logements, qui nous permet de déterminer un coût moyen par mètre carré de surface habitable. Et donc, c'est ces coûts moyens qui sont figurés sur les deux graphiques que vous avez. On a fait ça donc pour les années 2010 à 2014. Alors, on s'aperçoit que sur les deux ex-régions, les résultats sont relativement différents. Sur la région Midi-Pyrénées, les coûts, que ce soit en VEFA ou hors VEFA, sont très, très similaires, très, très proches les uns des autres, quelle que soit l'année. Alors qu'en région Languedoc-Roussillon, on a observé que les coûts en VEFA étaient finalement moins élevés au mètre carré que les coûts hors VEFA. Principalement sur les premières années, et au fil du temps, les deux courbes se rapprochent. Donc sur l'année 2014, on avait des coûts très, très comparables, que ce soit en VEFA ou hors VEFA. Merci. Alors, s'il y a des questions, je pense que c'est quand même un sujet important, donc on pourra y revenir. Sur cette question des coûts, encore une fois, donc le sujet qui peut aussi être plus particulièrement préoccupant, c'est la question des effets sur la question foncière, avec des effets potentiellement plus lourds
et plus durable que sur la question du seul coût de production des opérations. Pourquoi et pourquoi c'est plus lourd de conséquences? Parce que bien évidemment, ces coûts du foncier, comme vous le savez, fonctionnent par mimétisme. Et bien évidemment, si les opérations concourent à l'augmentation des coûts du foncier, il est assez peu probable que ces coûts du foncier évoluent à la baisse dans la durée et dans des opérations qui par ailleurs ne sont pas forcément uniquement consacrées à ce type de produit. Alors, pourquoi potentiellement ces coûts de construction et ces prix de sortie d'opération peuvent avoir des effets sur les coûts du foncier? On a analysé, on a décelé deux grands facteurs qui peuvent avoir effectivement des impacts sur ce volet. D'abord parce que, alors je ne vais pas être trop technique, mais les prix de sortie plus importants ont mécaniquement des effets démultipliés sur le coût du foncier, puisque quand on sort une opération à prix de sortie donné, si le prix de sortie augmente, compte tenu des prix fixes des opérations, généralement les effets sur les valeurs foncières sont plus importants et en gros les augmentations des prix ont des effets plus forts sur les prix du foncier. Donc on voit bien, et c'est d'ailleurs, il me semble, une des raisons pour lesquelles les collectivités locales sont très attentives au prix de sortie des opérations en VFA, c'est notamment au regard des effets préjudiciables que cela peut porter sur ces augmentations et ces évolutions des prix du foncier. Il y a une deuxième raison qui nous est apparue importante, qui est liée au mécanisme en tant que tel de financement des opérations en VFA, dans lequel les prêts qui sont consentis, bien évidemment, notamment par la Caisse des dépôts, partent sur des hypothèses de quote-part foncière, puisque quand on sort une opération en mixte, on ne sait pas quelle est la part foncière des opérations sociales, et il semblerait que cette quote-part foncière, finalement, soit plutôt plus bénéfique, mieux financée que dans le secteur en production en direct, ce qui, bien évidemment, cette bonification des prix du foncier donne des latitudes particulières aux bailleurs sociaux pour les assumer et pour assumer des augmentations des prix. Donc cette question de l'effet de la VFA sociale sur les coûts du foncier nous semble être un des sujets de vigilance tout particulier. Dans un contexte, encore une fois, il faut être très vigilant sur est-ce que ça coûte plus cher, est-ce que ça coûte pas plus cher. En tout état de cause, il est fort probable effectivement que la VFA sociale ait des effets sur les mécanismes d'augmentation des prix du foncier, ce qui peut effectivement être très préoccupant sur les effets en chaîne que ça peut avoir sur les référentiels de coûts fonciers dans les territoires, et encore une fois, pas exclusivement sur la question de la VFA sociale. Deuxième grande famille de difficultés inhérentes à la VFA, c'est la question de la qualité. Qualité de construction et qualité de gestion, encore une fois, puisque les bailleurs sociaux sont impliqués dans la durée dans la gestion de ces ensembles immobiliers, dans un contexte où effectivement la VFA présente des particularités, qui sont ces particularités de ne pas pouvoir négocier les caractéristiques de l'opération au-delà du prix dans le rapport promoteur-bailleur. Donc c'est effectivement un cadre légal qui ne favorise pas cette négociation en amont vis-à-vis du permis de construire, et en aval vis-à-vis de l'efficacité des équipements qui sont inscrits dans ces opérations, sur lesquels les bailleurs sociaux ont un vrai savoir-faire, qui est lié à leur métier de gestionnaire, et sur lesquels les promoteurs n'ont pas forcément le même savoir-faire, puisqu'ils disparaissent une fois que l'opération a été vendue aux particuliers. Alors, ce qu'on constate par rapport à ça, c'est quand même une vraie montée en compétences progressive, un outillage à la fois du côté des promoteurs et du côté des bailleurs, pour mieux prendre en compte ces enjeux de gestion et ces enjeux de qualité constructive dans la durée, avec des négociations en amont qui se réalisent de plus en plus, qu'on a pu effectivement tester dans le cadre de l'étude et que la Caisse des dépôts elle-même a énoncé dans son étude nationale. Donc négociation amont, alors plus ou moins formalisée, mais aussi négociation aval avec effectivement des bailleurs sociaux qui s'outillent aussi de plus en plus sur ces sujets-là, avec parfois des chargés d'opération qui assistent aux réunions de chantier pour être dans la négociation directe, dans la finesse de ce qui peut se passer dans les négociations avec les entreprises. Et puis sur la question des équipements choisis, au titre de ces enjeux sur les charges locatives, là aussi une vigilance réciproque de la part des bailleurs pour bien anticiper ce qui est inscrit dans le contrat de VFA au regard du promoteur, et puis le promoteur qui intègre de plus en plus ces contraintes de gestion dans la durée, avec une vigilance assez forte sur les équipements techniques, mais aussi sur les structures juridiques mises en place, à tel point d'ailleurs que ça a aussi contribué à l'évolution progressive de
ces enjeux de mixité sociale et à la préférence portée par les bailleurs à aller jusqu'à des VFA 100% sociales, puisque ça leur permet d'éviter d'être dans la durée dans des copropriétés, qui sont des sujets sur lesquels les bailleurs, comme vous le soulevez, sont tout particulièrement attentifs. Alors, du fait de cette montée en compétences réciproques des bailleurs sociaux vigilants et des promoteurs intégrant les contraintes des bailleurs sociaux, le point de crispation qu'on a pu noter dans l'étude persistant, c'est plutôt sur les phases aval de parfait achèvement, sur lesquelles on voit bien que si les promoteurs sont montés en compétences dans l'intégration des contraintes des bailleurs, ils ont des difficultés encore à être assez réactifs à l'aval vis-à-vis de ces enjeux de parfait achèvement et notamment la nécessité pour les bailleurs de recourir aux services après-vente des promoteurs qui ne sont pas forcément outillés, aussi réactifs qu'ils le souhaiteraient, et ce qui pose effectivement un certain nombre d'insatisfaction de la part des organismes HLM. Dernier point d'idée reçue, alors qui est plus anecdotique, mais sur lequel on a effectivement mené un certain nombre d'analyses, c'est sur la question de la rapidité d'exécution. Est-ce que ça va plus vite ou moins vite de produire des logements sociaux en VFA que de le faire en maîtrise d'ouvrage direct? Globalement, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est plutôt effectivement de l'ordre du symbole. Il n'est pas certain du tout que ça aille plus vite, puisque c'est des opérations qui en général apparaissent plus rapides parce qu'on en parle uniquement au moment de la délivrance du permis de construire. On ne parle pas de toutes ces phases amont, qui sont censées d'ailleurs ne pas exister dans le rapport avec le bailleur social et avec du coup la collectivité. Et de fait, effectivement, si on prend en compte le temps de travail masqué de la part du promoteur immobilier en amont, finalement, il n'est pas forcément certain du tout que ce soit plus rapide. En revanche, il est possible qu'en matière de réalisation des opérations, dans le cadre des aléas de chantier, du fait effectivement de cette capacité des promoteurs à être parfois plus réactifs dans la maîtrise des contrats avec les entreprises en cas de défaillance, effectivement, peut-être, dans les phases d'exécution, ces VFA sociales pourraient être peut-être plus rapides que les opérations en maîtrise d'ouvrage directe, mais plus globalement, effectivement, c'est peut-être une idée reçue sur laquelle les choses sont finalement assez équivalentes entre la maîtrise d'ouvrage directe et la VFA sociale. Voilà, donc je vais terminer cette présentation de manière un peu, si on prend un peu de recul, on peut dire que ce débat et cette vigilance des acteurs publics a effectivement un sens, a une raison d'être, parce qu'effectivement, ça appelle un certain nombre de vigilance, ne serait-ce que par la part que représente ces VFA sociales dans la production de logements social en France. Donc vigilance et exigence dans la maîtrise de ce qui est devenu encore une fois une vraie filière de production très importante du logement social en France. Mais c'est aussi un débat qu'il convient de mener avec clairvoyance, parce qu'effectivement, il y a des contraintes, il y a aussi des atouts, c'est une réalité. On ne peut pas complètement mettre de côté cette réalité qui est effectivement très présente au niveau national comme dans la région Occitanie, avec quand même de réels apports de cette filière de production, et puis plus globalement une vraie montée en compétence, un professionnalisme que l'on constate aujourd'hui, et dans l'univers des bailleurs sociaux qui négocient mieux avec les promoteurs privés, et dans l'univers des collectivités locales qui se sont dotées d'instruments, on verra avec Toulouse Métropole, et aussi de la part des promoteurs privés qui effectivement ont une obligation aussi d'être qualitatifs, compétents, de répondre aux besoins de leurs clients, et qui aussi progressivement ont développé des compétences en propre pour mieux répondre aux besoins et aux enjeux de cette vie. Voilà. Je vous remercie. Madame Binet, Monsieur V, est-ce que vous souhaitez un mot pour conclure peut-être? Oui, juste pour signaler que par rapport à une augmentation significative, pour exemple, on a bien, la DREL Occitanie a financé beaucoup plus de logements sociaux l'année dernière qu'en 2015. Enfin, la DREL Occitanie, les aides à la pierre ont concerné beaucoup plus de logements. Il y a une progression assez marquée, et ce qu'on constate, c'est que sur les 1700 logements plus et PLAI qui ont été financés en plus par rapport à l'année 2015, il y en a près de 95% en fait qui l'ont été grâce à la VFA. C'est-à-dire que le nombre de logements qui ont été produits en plus en direct par les bailleurs sociaux est finalement assez minime, et que tout ce qui a été produit en plus dans la région Occitanie par rapport à l'année d'avant, c'est la VFA qui l'a tiré. Donc on a effectivement ce phénomène. Pour autant, on doit avoir cette vigilance sur la VFA, sur l'augmentation de ce phénomène. Et nous, maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que
On prend en compte ce phénomène-là dans les aides à la pierre et dans les subventions, enfin dans les subventions qu'on distribue au titre des aides à la pierre. En cela, par exemple, le Conseil régional Occitanie, qui vient d'annoncer ses modalités de financement, ne finance pas de la même façon les opérations de plus et PLAI qui sont produites en VFA, il les finance de manière moindre. Donc, je pense que pour nous, ça doit être une des questions qu'on doit se poser pour la programmation 2018 des aides à la pierre. Doit-on financer ou pas les opérations de la même façon que les opérations en propre des bailleurs, les opérations en VFA? Actuellement, très honnêtement, j'ai pas de réponse, j'ai pas de tendance, j'ai pas d'orientation qui m'est donnée par le ministère du Logement. Mais de fait, je pense qu'au regard de l'éclairage qu'on a désormais avec à la fois cette étude, mais aussi avec les chiffres qui sont ceux de la production 2016, on doit vraiment s'interroger. Donc, je ne sais pas encore quels sont les choix qui seront faits, mais c'est une des suites possibles et en tout cas, c'est une des interrogations qui feront suite à cette étude. Je vous remercie, Madame Gillet. Voilà. Je remercie également Monsieur V pour cette intervention. Et nous allons passer à l'intervention de Monsieur Boldron. Donc, je demande à nos participants de séance de patienter quelques secondes, le temps de pouvoir le contacter. Je vous remercie. Vous entendez? Alors, je vous entends. Très bien. Alors, donc, je sais que vous avez pu suivre l'intervention de Madame Delpech, Madame Ledeuf, Madame Ginet et Monsieur V. Donc, je vais vous laisser prendre la parole pour revenir sur votre retour d'expérience sur Toulouse Métropole. C'est à vous. Oui. Attendez, Oui, donc du coup, je vais particulièrement centrer en fait mon intervention sur l'expérience locale donc on a conduite, ne pas revenir effectivement sur tout ce qui a été dit, qu'on partage effectivement sur les avantages et les inconvénients de la VFA, mais pour pas être redondant, donc juste aller plutôt sur la méthode qu'on a utilisée et pourquoi dans ce travail sur la rédaction d'une charte de production en VFA. Alors tout d'abord, en fait, juste pour donner quelques éléments de contexte en fait, toulousain, pour comprendre pourquoi on est arrivé sur une charte de la VFA. Il faut voir qu'on est sur un territoire en fait qui a une très forte production de logements sociaux et de manière générale sur un territoire qui est particulièrement dynamique en termes de production de logements. On est sur un objectif de logement total de 6500 logements, ça c'est ce que dit notre programme local de l'habitat. En réalité, on est au-delà de 7000 en termes de nombre de logements réalisés. Et sur ces 7000, on a une proportion autour de 30-35% de logements sociaux. Avec, vous voyez, donc là le graphique, effectivement, je pense, qui apparaît à l'écran. Si vous décalez un peu, voilà, sur le premier, celui qui a plusieurs couleurs, on se rend compte qu'en fait, alors qu'en 2008, ça part, on livrait environ 1500 logements sociaux par an. Aujourd'hui, en 2016, on en livre plus de 3000. Et là, je parle bien de livraison, on n'est pas sur le logement financé. Donc, on a une vraie dynamique de production localement depuis quelques années. C'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau national, on est au premier rang aussi sur le rattrapage SRU. Voilà, lié à cette attractivité de la métropole. Ce qu'il faut voir, c'est que dans cette production-là, historiquement, on a une production qui est surtout centrée sur du diffus. La part en ZAC, finalement, elle est de 20-25%. Donc ça veut dire que nous, on a dû finalement développer des outils pour arriver à mettre de la production de logement social dans le diffus. Et là, vous voyez où je veux en venir, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est que forcément, on a été travaillé sur les servitudes de mixité. Alors, ces servitudes de mixité, nous, on les a inscrites dès 2006 sur la ville de Toulouse. Depuis 2006, on avait des servitudes de mixité. Et donc, depuis 2006, il y a eu des premiers rapprochements, même s'ils devaient exister auparavant, mais en tout cas là, ils étaient plus formalisés entre la promotion privée et puis les bailleurs sociaux, pour justement mettre en œuvre ces premières servitudes qui étaient prescrites sur la ville de Toulouse. Alors, j'y reviendrai après, mais d'ailleurs, en 2006, on a eu une première charte de mixité sociale. Donc là, on en a réécrit une en 2016, mais en 2006, on en avait déjà une, et je vous donnerai quelques éléments après. Donc, en fait, nous, c'est vrai qu'en termes de production de logements sociaux, c'est pour nous fondamental d'arriver à mettre des outils dans notre PLU pour arriver à cadrer ce dynamisme qu'il y a dans les diffus et puis cette faible proportion qu'on a en ZAC. Alors, forcément, le diffus n'a pas les mêmes avantages que la ZAC, notamment sur l'encadrement des opérations. Donc, ça nous oblige à travailler à côté de ça avec d'autres outils comme typiquement des chartes.
Donc on a déjà fait une charte en fait qu'on appelle la charte de qualité d'usage que l'ensemble des opérateurs peuvent s'engager à respecter et sur lequel on a un engagement très formalisé des opérateurs sociaux. Et là aussi, c'est un lien direct avec les VFA, puisque les opérateurs sociaux négociant une partie de l'opération privée avec des exigences de cette charte de qualité d'usage, eh ben, on espère quelque part que ça fasse un peu école aussi au niveau du reste des opérations privées. Donc en fait, voilà, depuis 2006, on avait ce travail entre la métropole, la promotion privée et les organismes HLM sur ces notions de VFA. Ça a été renforcé, bien entendu, en 2009 avec le plan de rachat en VFA. Où, là, effectivement, sur la métropole, on a racheté un certain nombre d'opérations en VFA et donc là, il y a eu un effet multiplicateur. Et donc, on voit sur le schéma suivant, hein, celui qui annonce la maîtrise foncière, on voit, si vous le décalez un peu vers le haut, je ne sais pas, on voit en fait sur ce schéma, au-delà des plusieurs couleurs qui apparaissent, vous voyez que la ligne rouge, c'est la part de VFA dans nos financements. Donc là où en 2010, on était à hauteur de 30% de VFA dans nos financements d'opérations de logements sociaux, en 2016, on est arrivé à hauteur de 60%. Alors, plusieurs choses qui expliquent cela, mais la première, c'est justement la montée en puissance des outils dans les PLU. C'est-à-dire qu'en 2006, il n'y avait que Toulouse. Aujourd'hui, en 2016, on a on a une vingtaine de communes de la métropole qui ont des servitudes dans leur PLU, et ce sont principalement ces opérations qui effectivement génèrent de la VFA. Voilà. Puis après, sur les autres éléments de ce graphique-là qui sont intéressants, hein, c'est de voir qui possède en fait le foncier au départ. Hein, c'est un peu pour voir qui maîtrise les opérations. Et ben vous voyez que on est dans des schémas de développement plutôt en diffus, puisque la plupart des opérations sont maîtrisées au départ par les promoteurs. C'est la part violette. Terrain collectivité, c'est vrai qu'en 2016, sur les logements financés, on a eu une part assez faible d'opérations en ZAC, hein, clairement. Voilà, donc en fait, on est dans cette situation-là où déjà il y avait un historique et il y avait un positionnement par rapport au prix de VFA avant 2014 qui était affirmé, disons, par une délibération et qui est retraduite ensuite dans ce qu'on a avec les opérateurs sociaux, c'est-à-dire des contrats d'engagement avec eux qu'on signe chaque année. Et dans ces contrats d'engagement, on retrouvait cet élément de prix en disant que la métropole souhaitait, alors on a eu des termes de souhaiter au début, puis après on a dit qu'on financerait que les opérations qui ne dépasseraient pas un certain prix de VFA. Et puis, donc c'était une position qui était, disons, assez bilatérale entre nous et l'USH. Et à partir de 2014, il a été souhaité avoir une position un peu plus large, un peu plus partenariale, et donc de travailler sur une charte de la VFA avec l'USH, mais aussi avec la promotion privée, avec la FPI. Donc cette charte de la VFA, on a commencé à travailler début 2015, même un petit peu avant. Globalement, on a travaillé dessus quasiment 18 mois, avec des temps de travaux donc pilotés par la métropole, avec la FPI, enfin des membres de la FPI et des membres de l'USH. Nous, nos interlocuteurs, c'était la FPI et l'USH, et puis charge à eux d'associer les membres qu'ils souhaitaient au temps de travaux qu'on a eu, comme je vous disais, un par trimestre, pardon. Dès le départ, on s'est fixé en fait deux objectifs au travers de cette charte. Le premier, c'était voir comment on pouvait maîtriser les prix et la qualité des logements. Et ensuite, le deuxième objectif, un peu inhérent à ça, c'était comment est-ce que cette charte pouvait finalement arriver à fluidifier, à simplifier les négociations entre promoteurs privés et les opérateurs sociaux, de manière à enlever peut-être quelques éléments de tension, quelques éléments aussi de concurrence qui n'étaient pas nécessaires sur certaines opérations. Donc ça, c'était les objectifs. Donc rapidement, en fait, ce qu'on a su, c'est que il y avait des membres professionnels qui étaient associés, la FPI faisant part en fait de son souhait de ne pas être signataire en tant que FPI, alors ça c'est important, mais d'être plutôt signataire, enfin que chacun des membres de la FPI serait libre de signer ou pas cette charte de production en VFA. Alors ça n'a pas du tout bloqué les travaux, hein. Nous, il y avait toujours les membres de la FPI qui étaient désignés par leur père qui venaient aux réunions. Et donc on a abouti en fait sur une charte de production en VFA qui avait en fait trois éléments principaux. Le premier, une grille de prix, donc qui fixait les prix plafonds de VFA en fonction de secteurs sur la métropole, en fonction aussi d'éléments un peu techniques qui pouvaient surenchérir comme les ascenseurs et les parkings. C'était un parking extérieur, parking sous-sol, etc.
Donc on a eu une grille un peu matricielle qui présentait ces prix de VFA. Ensuite, la charte de production VFA mentionne aussi les prestations techniques minimales. C'est-à-dire, on s'est entendu, et ça fait le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure sur la charte de qualité d'usage, hein, des prestations techniques minimales sur de la faïence, sur des équipements de cuisine, de placard, des choses comme ça, inclus dans le prix de VFA contractualisé, comme je disais, de manière matricielle avant. Ce qui voulait dire que charge ensuite, dans le cas des négociations entre les bords sociaux et les promoteurs privés, d'aller au-delà de ces prestations, mais à ce moment-là, ça dépasserait le prix de la VFA évoqué. Et puis le troisième élément qui est dans cette charte au final, c'est les modalités juridiques, alors de signature et surtout les modalités de paiement de la VFA. Voilà. Donc on a abouti sur un document. Il a été délibéré par la métropole, donc à l'unanimité de ses membres en décembre 2015. Décembre 2015. Et ensuite, donc, il a été soumis à la signature de l'USH et des membres de la FPI, l'USH l'ayant signé. Et ensuite, effectivement, il y a eu un contexte local et national, disons, qui fait que la FPI, les membres n'ont pas souhaité finalement signer cette charte. Donc on a une charte en fait qui est délibérée, pour nous qui existe, mais qui n'a pas été jusqu'au bout en termes de, j'ai envie de dire, de signature. Aujourd'hui, toutefois, cette charte, on pense qu'elle circule. Hein. Certains nous ont d'ailleurs dit, que ce soit la promotion privée ou les opérateurs sociaux, nous disent qu'effectivement elle circulait parce qu'elle existait, et puis quelque part il y avait un acte de la métropole de délibérer sur cette charte. Et puis ce qu'on a mis en place au travers de cette charte et qui existe aussi, c'est un observatoire des prix de VFA. Donc observatoire dont on aura les premiers résultats là d'ici un mois. Attendez, j'ai eu une déconnexion. Je ne sais pas si du coup vous m'entendez toujours. Oui, il n'y a pas de souci, on vous entend. Vous pouvez poursuivre. Oui. On vous entend, monsieur Boldron. Vous m'entendez toujours? Oui, vous pouvez toujours. me faire signe, je vous vois, mais je vous entends pas forcément. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Ah, vous m'entendez, très bien, parce que je vois Claire Delpech et une autre personne à l'écran et je ne voyais pas de signe, alors j'étais inquiet. Non, il n'y a pas de souci, on vous entend toujours. Très bien, je recoupe le son alors, pardon. C'est pour m'éviter d'avoir l'écho dans le casque en fait. Hein, mais... Très bien, je poursuis. Alors, donc je vous disais, oui, donc aujourd'hui on en a en place, donc on a mis cet observatoire des prix VFA qui pour le moment nous fait apparaître sur la première année, là, 2016 d'analyse. Et donc cette première année où finalement il y a eu des éléments de négociation qui n'étaient plus dans la continuité des pratiques précédentes, hein, où on avait un prix qui était imposé entre guillemets par délibération. On voit qu'on a eu une inflation, mais qui a été quand même, de ce qui ressort les premiers chiffres, contenue. Hein, on craignait quelque chose qui soit démesuré. Bon, il y a une inflation, elle existe hein, sur les prix de VFA, mais elle a été assez contenue. Il faudra qu'on rentre dans le détail, mais là je ne pourrais pas vous en dire plus puisqu'on n'a pas encore parfaitement analysé. Est-ce que cette inflation est due à des augmentations de prix de travaux ou est-ce que finalement c'est les nouveaux éléments de concurrence et de renégociation foncière qui ont fait grimper les prix. Alors bien sûr, nous, en tant que collectivité, pourquoi on s'est intéressé à ces prix de VFA? Bon, vous l'avez évoqué, donc je ne vais pas trop revenir dessus, mais principalement, c'était avant tout pour contenir l'inflation foncière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la part sociale obligatoire de part, ce qui est exigé par le PLU, on souhaitait l'aborder à un certain niveau de prix, en l'occurrence autour de 160, 180 euros de mètre carré chab. Donc on souhaitait qu'elle soit grévée, donc les négociations foncières sur la part sociale, quelque part, entre le promoteur et le propriétaire foncier. Cette négociation ne porte pas sur la charge foncière sociale, puisque de toute façon, avec le compte à rebours, hein, on avait un coût de sortie et puis une charge foncière qui était fixée. Voilà. Et s'il devait y avoir des négociations et de la surenchère à travers la mise en concurrence des promoteurs privés auprès du propriétaire foncier, elle porte finalement que sur la part privée. Voilà. C'était un peu pour notre souhait, pour les prix, et puis aussi pour éviter que finalement de trop grandes mises en concurrence et puis une inflation de prix porte atteinte à la qualité des logements. Voilà, donc ça, c'était vraiment nous notre point d'entrée en termes de collectivité, de par le fait surtout que on met quand même 10 millions d'euros chaque année pour financer le logement social et qu'à ce titre-là, on avait quand même notre mot à dire sur l'utilisation de ces fonds. Voilà. Un autre point aussi qui a été évoqué, qu'on a repris dans la charte de VFA, de production VFA, c'est la
préférence pour la maîtrise d'ouvrage par les organismes HLM. Alors c'est assez étonnant de le mettre dans une charte de VFA, mais c'était pour rappeler que la VFA était un outil quand on ne pouvait pas aboutir à une séparation des maîtrises d'ouvrage, avec tout type d'outils, une division foncière en amont, une cotitularité de PC, une comaîtrise d'ouvrage, bon bref, il peut y avoir d'autres façons de faire. Et en tout cas, la VFA ne devait arriver que si les opérateurs sociaux ne pouvaient pas s'entendre sur une séparation des maîtrises d'ouvrage. Voilà, donc ça avait été affirmé aussi dans notre charte. Voilà rapidement la méthode utilisée sur ce sur qu'on aboutit. Voilà, j'étais assez synthétique. Je peux revenir dans le détail des éléments qui ont été voilà, qu'on retrouve dans la charte ou sur la méthodologie adoptée, comment on a travaillé avec les partenaires. Du coup, je remets le son pour voir s'il y a des questions et je suis là pour y répondre le cas échéant. Très bien. Alors, je vous remercie. Madame Delpech a une question pour vous. Je vais la laisser intervenir. Oui, bonjour Monsieur Boltron. Alors, vous êtes effectivement sur un modèle un peu spécifique, hein, où on voit bien que la métropole s'est beaucoup reposée sur cet outil VFA pour répondre à ses obligations en matière de production d'habitat social. Est-ce qu'on peut dire aussi que dans la négociation que vous avez pu conduire avec les communes, le modèle VFA a été un facteur d'acceptation en quelque sorte? Pas vraiment, non, attendez, je coupe le son, pardon. Du coup, faites-moi si vous m'interpellez parce que je n'entendrai pas. Non, pas vraiment, non. Les communes, en fait, elles, leur interlocuteur, c'est l'organisme HLM, alors qu'ils produisent la maîtrise d'ouvrage directement en VFA. Bon, certaines ont une sensibilité sur le sujet, mais je dirais quand ils ont une sensibilité, c'est plutôt en faveur de la maîtrise d'ouvrage. Je n'ai pas écho de communes qui nous ont dit qu'ils préféraient faire des VFA. Après que ça a été un facteur de développement, d'opération, de la production, d'augmentation de la production, sûrement. Sûrement, quand le promoteur arrivait déjà avec un tandem, avec un opérateur social, dans le cadre d'une opération qui n'était pas forcément prévue telle quelle au PLU, peut-être qu'effectivement ça permettait de faciliter cette discussion, mais franchement non, je pense pas que c'était un facteur de décision des maires. On a quand même localement vous avez vu les chiffres, hein, des maires qui sont assez volontaires en fait sur la production du logement social. Bon, ne serait-ce qu'il ne faut pas se mentir aussi, parce que s'il y a une loi à respecter d'ici 2025, hein, donc il faut produire du logement social, et puis le besoin est énorme dans la population. Donc ça n'a pas été un sujet en fait quand on a discuté avec les maires sur ce point, non, savoir si c'était VFA. Le sujet il réside plus en fait sur deux éléments dans la négociation avec les maires. C'est qui est l'opérateur social, je veux le connaître, je veux qu'il y ait une agence locative, je veux un interlocuteur. Voilà. Et le deuxième, c'est si on est dans une opération mixte, c'est comment est-ce qu'on traite la mixité, quoi. C'est-à-dire est-ce que c'est la question de la cage d'escalier, du bâtiment séparé, etc. Donc ça, les maires ils sont sensibles. Après, la façon de faire, maîtrise d'ouvrage ou VFA, non, ça peut pas être un grand sujet. Je remets le son. Hein. Et dit autrement, pardon, je prolonge la question avant de passer la parole à Anne-Catherine Bedeuf. Et dit autrement, est-ce que finalement ce dispositif vous a permis de servir en quelque sorte tout le territoire toulousain, y compris des secteurs moins attractifs, qui sont, on le sait, un peu plus difficiles à vendre entre guillemets aux promoteurs? À vendre aux promoteurs? Oui, parce que moins rentable et moins facile. Hein. Alors là où ça a été le plus difficile pour nous en fait de convaincre les promoteurs de travailler sur du logement social, c'était un secteur les plus tendus, là où les prix étaient les plus chers et où ils voulaient réaliser des opérations où le prix d'équilibre ne permettait pas sur le logement social. Sur les secteurs détendus, la question se posait plus au regard de la pertinence d'aller mettre du logement social quand on est peut-être en deuxième couronne de la métropole, mais vu les besoins et l'état de la demande du logement social, nous on est parti du principe, et c'est ce qui est affirmé dans notre PLH, qu'il y a des besoins de construire du logement social quasiment sur l'ensemble de la métropole. Donc après, si la question c'est est-ce que ça a aidé les opérations privées à sortir parce qu'une part de leur opération était déjà pré-commercialisée en social, est-ce que c'est ça le sens de votre question? Tout à fait, oui. Alors,
on a eu ce cas-là, hein, bien entendu, sur certains secteurs qui. Alors, c'est pas forcément des secteurs qui étaient d'ailleurs les plus éloignés de la métropole. Hein. On a des secteurs les plus éloignés de la métropole où c'est un secteur assez pavillonnaire, où on n'a pas de problématique finalement de construction. Par contre, sur la métropole, à certains endroits, il y a des quartiers qui évidemment sont moins attractifs. Donc, quand le marché immobilier va bien, il n'y a pas de souci, ça se vend. Puis dès que le marché immobilier se retourne, c'est des quartiers sur lesquels effectivement, c'est les premiers où les opérateurs ont le plus de difficultés à commercialiser. Et effectivement, sur ces secteurs-là, on a vu des promoteurs privés rapidement se tourner vers les opérateurs sociaux pour vendre un peu plus d'opérations en logement social. Je pense que c'était un peu dans la continuité de ce qui s'était passé en 2009, où les opérateurs sociaux étaient venus racheter des opérations privées qui clairement étaient plantées. Donc il y a encore une sorte de réflexe par rapport à ça, et on le voit bien localement. Alors nous, au niveau de la métropole, c'est pas forcément des opérations qui nous intéressent, parce que vous comprenez bien que s'il y a un retournement sur ces quartiers-là, c'est sur ces quartiers-là où on a envie d'aller mettre le plus de logements sociaux. Hein. Donc à ce moment-là, nous, on travaille plutôt sur des éléments de prescription autour de l'accession à la propriété, l'accession sociale à la propriété. D'ailleurs, pour vous dire aussi, la charte de production VFA, je ne l'ai pas précisé, hein, mais la charte de production VFA qu'on a adoptée distingue les prix pour le locatif social et pour l'accession sociale. Hein, puisque dans notre PLU, notamment, enfin, celui de Toulouse en tout cas, il y a des contraintes de produire du locatif social, mais aussi de construire de l'accession sociale. Donc à ce titre-là, la charte de production portait sur l'ensemble des produits. Donc voilà, donc effectivement, hein, je pense que cette part de logement social en fait qui est obligatoire à réaliser par un promoteur, quelque part, c'est vrai que lui permet de faire une certaine commercialisation. J'aurais une question de gouvernance autour de tout ça. Je ne sais plus si vous l'avez dit, mais cette charte n'a pas été signée. Donc, quelle est sa vie au quotidien? Est-ce que ça reste un document de référence qui finalement produit la même chose que si elle avait été signée? Est-ce que vous animez de manière plus globale, vous avez entretenu le travail de partenariat et de concertation que vous avez lancé pour la préparer? Enfin, comment tout ça vit dans la durée sous la houlette de la métropole? Oui, voilà. Alors c'est vrai que je voulais préciser, hein, c'était un vrai pilotage de la métropole. Hein, c'était une vraie commande d'aboutir sur ce document. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on en retire déjà, c'est une très bonne expérience parce que finalement, ça a été 18 mois de négociations, d'échanges, où vraiment on mettait les choses sur la table quand on se disait les choses entre la promotion privée, la métropole et les opérateurs sociaux. Donc pour nous, ça a été très enrichissant de ce côté-là. Ça a appris quand même à mieux se connaître finalement, et puis à rentrer dans le détail des choses, puisque je vous dis, on était vraiment sur un cahier des prestations techniques. Donc voilà, tout ça, ça a été évoqué. Donc, même si au final, elle n'a pas été signée par un des partenaires, hein, en tout cas par ses membres, pour nous déjà, on en retire quand même des éléments de précision, voilà, sur les VFA, sur les points de vigilance qu'il faut qu'on aille regarder dans le cadre des négociations pour avoir les opérateurs sociaux et privés. Et puis, comme je vous disais, on a maintenant donc pris un peu des habitudes de travail avec la promotion privée qu'on n'avait peut-être pas avant, et je pense que c'est une bonne chose parce qu'ils construisent quand même 70% de la ville pour la vendre, et puis il faut rajouter le reste en VFA. Donc au total, ils construisent une grande partie de la ville pour ce qui concerne bien sûr l'habitat. Et ce qu'il en reste, c'est des nouvelles relations qui sont instaurées, peut-être un discours aussi qui est plus libre dans nos échanges, hein, plus franc, j'ai envie de dire, et puis on essaie de trouver des solutions. Et puis surtout, on met en place l'observatoire des prix de VFA. Donc c'est-à-dire que les observateurs du prix, et puis on va aussi continuer à débattre avec les partenaires sur quel est s'il y a une inflation, pourquoi, des prix, la qualité, est-ce qu'elle est toujours au rendez-vous, voilà. J'ai envie de dire, aujourd'hui, nous, on a animé un peu ça. Maintenant, ça se passe aussi via des relations entre professionnels. La métropole n'a pas non plus à être dans des relations de négociation entre les promoteurs sociaux privés, j'ai envie de dire. Hein. À un moment donné, il y a des éléments entre professionnels qui doivent être arbitrés par des professionnels, négociés par des professionnels. Nous, la charte laissait justement aussi une certaine souplesse dans ces négociations-là, parce qu'on ne voulait pas non plus aller s'immiscer trop fort dans ces négociations. On a pris en compte aussi le fait que certaines opérations particulièrement atypiques ne pourraient peut-être pas respecter ces prix-là, et il fallait qu'on entende. Donc voilà, donc aujourd'hui, on est nous dans des relations alors
depuis un an là environ, hein, tout a été mis un peu en stand-by. On n'a pas fait de retour, j'ai envie de dire, à 3. On a continué une relation bilatérale, nous, avec la FPI, puisqu'on continue à intervenir dans leurs instances pour expliquer le PLU, les nouvelles règles. Hein. On a la démarche du PLUIH, donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Et puis on continue aussi à travailler avec les opérateurs sociaux. Donc on continue à avoir ces échanges-là. Il n'est pas exclu non plus qu'effectivement on se retrouve encore dans une configuration à 3, peut-être pour réévoquer où est-ce qu'on en est, cet observatoire, qu'est-ce qu'on en retire, sachant que par ailleurs, et comme je vous le disais dans le cadre du PLUIH, on a été amené à rediscuter ensemble avec la FPI et l'USH, mais d'autres partenaires dans une configuration un peu plus large, de cette question de la VFA, de cette condition de la production du logement social dans la ville, de la diversité au sens large aussi de l'accession. C'est des sujets qu'on a continué d'évoquer, mais voilà, peut-être pas dans le groupe technique très opérationnel qu'on avait pour la rédaction de cette charte de production VFA, qui, pour la petite histoire, on dénommait des groupes actions. Donc on était vraiment, non pas dans des sortes de comités de pilotage, on a volontairement nommé groupes actions pour dire qu'on voulait aboutir et que c'était vraiment de l'opération. Alors, sans que ce soit une conclusion, évidemment, on voit bien à vous entendre l'expérience, y compris sur la durée de la métropole. Est-ce que vous savez si d'autres collectivités se sont lancées dans un développement au regard de la VFA sociale de façon aussi marquée? Est-ce qu'il existe un club en quelque sorte des collectivités qui sont sur ce type de dispositif? Vous avez l'impression d'être plutôt précurseur? Alors sur la réflexion, on n'est pas forcément précurseur sur ce prix de VFA. Ça fait longtemps qu'on le fait, mais je ne pense pas qu'on soit les seuls. Hein. J'ai échangé avec d'autres métropoles qui ont travaillé, avec Montpellier bien sûr, mais aussi Bordeaux, Rennes, sur ce sujet-là. Je crois que Lille aussi avait des éléments de réflexion. J'ai vu passer quelques éléments. Je pense que nous, on a une démarche qui a été allée très loin, en fait. Voilà, cette charge de production VFA, on est allé vraiment à la fois dans une grille matricielle assez aboutie, territorialisée. Encore une fois, cette prestation technique, les modalités de paiement, on est allé très loin parce qu'on a vraiment eu un échange à 3 en se disant tout. Voilà. Donc c'était peut-être là-dessus où on a été un peu plus différent des autres approches qui avaient plus d'autres métropoles. Maintenant, bon, vous savez bien, hein, c'est un sujet qui concerne toutes les métropoles, que toutes les métropoles s'en sont emparées, mais alors, de quelle manière elles ont abouti? Je crois que certaines, quand même, aussi n'accordent des subventions, ou en tout cas les mineurs ou les majors, en fonction de maîtrise d'ouvrage ou VFA. Hein. Vous évoquez le Conseil régional d'Occitanie qui vient de prendre une délibération aussi en ce sens-là. Il me semble que certaines métropoles aussi se sont positionnées sur ces éléments-là. Nous, on n'est pas, on n'est pas là-dessus. On est plus maintenant dans une démarche partenariale. Voilà. Cette démarche-là on fixe un prix et puis on ne donne des subventions que si c'est ce prix-là. Voilà, ça a vécu. Aujourd'hui, on est dans l'approche que je vous ai évoquée.